Bonjour à tous et quel bonheur de vous retrouver. Vous remarquerez qu'on est dans un contexte un peu différent de l'habitude. En fait, c'est parce que cette vidéo est hors série, si on veut. On a souvent dans la revue de presse pour nos membres exclusifs des segments dans lesquels on va répondre à des questions du public. On essaie de le faire à peu près une fois par mois. Typiquement, on va récolter les questions par rapport à l'actualité. Et à travers ces questions sur l'actualité, on a toujours une foule de questions tout à fait pertinentes qui nous viennent sur 7 jours sur Terre, sur ma propre vie personnellement, mais aussi sur l'entreprise, sur nos projets, sur comment tout ça se passe de notre côté. Et je suis un peu réticent à y répondre seulement pour les membres exclusifs parce que ce sont toujours des dossiers qui concernent tout le monde et des questions que je trouve tout à fait pertinentes. Maintenant, on s'est dit, pourquoi ne pas y répondre dans une session comme ça, questions-réponses, plus décontractée, informelle, dans laquelle je pourrais prendre le temps de répondre à vos interrogations. Alors, sans plus tarder, voici vos questions telles que soumises par nos membres exclusifs. D'abord, DNA K5G me demande « Quels sont tes billets? » Si tu devais faire une autocritique sur ton traitement de l'actualité, tu parles au bon gars, parce que je suis probablement le plus grand critique de 7 jours sur Terre. Encore ce matin, vois-tu ce qu'on a fait? Première chose ce matin, c'était de s'asseoir devant une revue de presse pour la critiquer, pour revenir sur qu'est-ce qui pourrait être mieux fait au niveau du décor, de la présentation, etc. Donc, pour ce qui est d'abord du produit de 7 jours sur Terre, typiquement, je suis extrêmement critique vis-à-vis de ce qu'on fait, et il y a très peu de nos documents desquels je suis fier. Même rétrospectivement. Donc, maintenant, pour ce qui est des billets sur la production éditoriale, ça, c'est une autre chose. Au-delà d'être son propre critique, c'est d'être capable d'identifier nos propres billets. Si on veut être impartial, c'est de savoir que tout le monde a des préférences, tout le monde a des stéréotypes vis-à-vis comment le monde fonctionne, et c'est largement influencé, oui, par l'information qu'on consomme, mais donc, par extension, par où est-ce qu'on se trouve dans le monde. De mon côté, je suis dans une bulle d'information qui est entièrement déterminée par les médias occidentaux, et ça a naturellement, si on veut, un poids dans mon calcul et dans comment je vois les choses, parce que toujours, on va avoir l'information depuis nos propres intérêts par des médias qui traitent la chose avec ce que eux considèrent comme étant important. Donc, de mon côté, j'essaie de contourner ce biais régional en me mettant dans les souliers des autres, en me mettant dans la perspective de notre audience, et 7 jours sur Terre est fantastique pour ça, parce que c'est arrivé d'une certaine manière très organiquement. On a commencé à produire quelque chose pour le Québec, pour le Canada, des vidéos qui étaient vraiment très locales et qui avaient une visée plus locale. On traitait de sujets très québécois et graduellement, des auditeurs français, européens, africains, un peu partout à travers le monde se sont greffés à notre audience canadienne, au point où aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent aussi, environ 35 ou 30% de notre audience qui est au Canada, environ 30% en Europe, et un autre 30 en Afrique. L'Afrique francophone est un gros marché pour 7 jours sur Terre, et disons un autre 10% ailleurs dans le monde, dans différentes régions, notamment dans le Pacifique ou en Asie centrale. Donc, de notre côté, la composition de l'audience m'a amené naturellement à entendre la perspective des autres et à constater à quel point ce qui peut parfois être obsessionnel de notre côté ou un enjeu qu'on voit à tous les jours, dont on entend constamment parler, de l'autre côté de la planète, c'est inconséquentiel, on n'entend pas parler. Et les gens sont concentrés sur autre chose. Alors, mon biais régional, occidental, du fait que j'entends parler seulement de ce qui nous intéresse ici, j'essaie de le contourner en étant conscient de ce biais, en allant voir ailleurs, qu'est-ce que je manque? Ensuite, mon autre biais, qui est évident, je crois, je suis un contrarien. Je suis terrifié par la majorité, je suis terrifié moins par la majorité que par l'unanimité, par le consensus. Le consensus a quelque chose d'une manière d'extrêmement antidémocratique. C'est de suggérer que on est arrivé à quelque chose et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, il n'y a pas vraiment de position qui mérite d'être consignée. Il y a un consensus là-dessus. Presque systématiquement, les consensus dans l'histoire ont évacué un peu de nuances, ont évacué des populations qui ont été marginalisées, des gens qui ont été écrasés par ce genre de jusqu'au boutisme où on imagine que tout le monde est à bord. On pense par exemple à la pandémie, on pense à des épisodes historiques qui ont mobilisé une majorité au détriment des intérêts de minorités parfois. On pense à des génocides, on pense à des crimes contre l'humanité
qu'on constate seulement en rétrospective en se disant « Mais pourquoi personne n'a parlé? » Parce qu'il y avait un consensus. Parce qu'on imaginait une unanimité. Et que ceux qui dépassaient de ce consensus se faisaient trancher immédiatement. J'en suis terrifié. Donc, mon billet, je dois le confesser, je suis un contrarien. J'ai tendance à être curieux vis-à-vis de la posture de celui qu'on déclare infréquentable, de celui qu'on dit il faut pas lui parler, et surtout, il faut pas l'écouter, ce qu'il dit, c'est irrecevable. Et je veux l'écouter encore plus. Parce que j'ai l'impression que on évacue les nuances de l'argument et j'aime beaucoup constater à quel point parfois il y a un écart entre la réalité et la perception des gens. Et ça passe souvent par cette espèce de polarisation excessive qui demande donc, à mon sens, d'écouter ce que l'underdog a à dire, d'écouter ce que l'infréquentable a à dire. Le plus souvent, c'est très important et ça contribue au débat. Et en rétrospective, on constate que c'était essentiel si on voulait arriver à la réponse. Loïc Perrier, 2831, dit « J'entends beaucoup d'opinions négatives de nos médias mainstream au Canada, Québec, France, États-Unis. Absolument. Je serais curieux d'entendre ton opinion sur le sujet. » Très bonne question, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer parfois avec 7 jours sur Terre. C'est un média indépendant, un média... on peut l'imaginer en antagonisme ou en opposition vis-à-vis les médias traditionnels, mainstream. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'on est plus un média complémentaire et non un média alternatif. C'est parfois un terme qui est utilisé, les médias alternatifs. Comme on peut pas s'informer sur le monde seulement en 7 jours sur Terre, comme on peut pas s'informer sur le monde, comme on en parlera éventuellement seulement sur le New York Times, ou seulement à Washington Post, ou seulement dans des journaux américains ou chinois ou français. Il est important d'avoir différentes perspectives et donc, je pense que pour les médias, il faut faire preuve d'un peu de sympathie. Et je m'explique. J'ai été dans ce milieu des médias pendant très longtemps moi-même, dans une autre vie ou encore aujourd'hui. En fait, je collabore souvent avec des médias, que ce soit des radios, des télévisions, des podcasts, des journalistes qui vont mener un dossier sur une question particulière. Et chaque fois, ce que je découvre, c'est des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens qui sont bienveillants et qui veulent surtout pas nuire au dossier. Bien sûr, on s'entend, on peut pas généraliser. Il y a toujours des personnalités, des individus dans des organisations qui ont des visées militantes et qui vont utiliser leur plateforme, leur tribune pour avancer une cause militante, une forme de partisanerie d'une manière. Mais de manière générale, la plupart des journalistes sont honnêtes, sérieux et essaient de faire de leur mieux. Maintenant, ça pardonne pas la méthode, ça ne pardonne pas le résultat en beaucoup d'instances. On va avoir des produits qui laissent à désirer, qui manquent de profondeur, qui manquent de rigueur, qui manquent de sérieux et qui peuvent donc projeter l'impression d'être malhonnête. J'ai l'impression que c'est plus attribuable au fait qu'il manque de temps. C'est moins de l'incompétence que c'est un manque de temps en raison de pression économique, de pression commerciale. On doit constamment compresser le processus de production. La recherche doit se faire plus vite, avec moins de ressources. On doit faire affaire avec moins de gens sur place pour diminuer les coûts. Beaucoup de ça est attribuable à l'intérêt du public pour la chose internationale. Les grandes audiences, c'est juste normal. On s'intéresse surtout à ce qui se passe chez nous, près de chez nous. Maintenant, ça s'applique aussi à toutes les sphères, soit de l'international ou du local, domestique, si on veut. L'actualité a tendance à être compressée d'abord dans des segments toujours plus en plus courts, de quelques minutes, on pourrait dire quelques secondes, 1 minute ou 2, pour traiter d'un enjeu complexe. Déjà, il faut faire preuve d'empathie envers les journalistes qui s'imposent cet exercice, mais encore plus, ils doivent réaliser ce segment avec toujours moins de temps. Arriver le matin même et produire un topo sur la guerre au Congo pour le journal de ce soir. Naturellement, c'est pas sérieux. Et ça demande aux journalistes de faire des compromis, et donc ces journalistes honnêtes, intègres, peuvent avoir l'impression eux-mêmes de nuire. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup d'empathie pour les médias. J'ai l'impression, j'ose espérer qu'un jour on va s'en sortir, qu'on va trouver une solution et qu'on pourra à nouveau rentabiliser cet exercice. Sinon, peut-être que c'est le web la solution. Peut-être que le journalisme niché, rigoureux, ça passera par le web après une période de transition, et c'est possible qu'on soit en plein dedans. Monsieur K6108 me demande « Comment vois-tu le monde d'ici 30 ans? » D'abord, c'est un exercice excessivement spéculatif. Il est difficile de dire de quoi va l'air le monde dans aussi longtemps. Et
Ce que j'utilise comme guide, c'est quand on regarde les extraits qui ont été produits justement dans les années 60, 70, au début de la télévision, on allait rencontrer les gens et on leur posait la question dans la rue. Ces premiers vox pop auxquels les gens disaient des énormités par rapport aux années 2000. Donc, je voudrais pas être coupable de ce genre de crime. Cela étant dit, si on fait preuve d'une naïveté embarrassante et qu'on fait seulement prendre la trajectoire sur laquelle se trouve actuellement le monde et qu'on pointille la ligne sur les 30 prochaines années, faisant abstraction de tous les événements naturels, de les catastrophes comme une pandémie, une guerre, les événements géopolitiques, c'est pourquoi je vous dis que c'est naïf et un peu embarrassant, mais imaginons, on peut présumer que, d'abord, il y aura plus de puissance alternative, plus de puissance intermédiaire. Parce que si longtemps on a décrit ce phénomène d'un monde qui passe de l'unipolarité, d'un monde dominé par les Américains au cours de la superpuissance ou de l'hyperpuissance des années 90, au début des années 2000, milieu des années 2000, dans lequel les Américains sont seuls au sommet, et on a gradué vers un monde multipolaire auquel on a des superpuissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis, mais aussi un certain nombre de puissances qu'on dit émergentes ou de pays en développement, des mastodontes démographiques dans certains cas, des monstres industriels et économiques qui ont tout le potentiel pour avoir une influence dans leur région. On pense par exemple à la Turquie, on pense à des grands pays africains comme l'Éthiopie, comme le Nigeria. On pense donc à des acteurs qui parfois ne viennent pas naturellement, immédiatement en tête, mais qui pour les 30 prochaines années pourraient passer, l'Inde également, d'un statut de pays émergent à une puissance régionale et intermédiaire. Et tout ça, bien sûr, quand on se retrouve avec une table à laquelle plusieurs puissances sont assises, un nombre grandissant de puissances sont assises, on peut imaginer un jeu plus équilibré. Ce sera ma part d'optimisme vis-à-vis de l'avenir. Frenchy Maple me demande « Quelles sont selon toi les sources de nouvelles les plus fiables et ayant le moins de billets? Peux-tu nous donner des exemples à l'échelle locale, nationale, internationale d'un point de vue du Québec? » Comme je le disais un peu plus tôt, vis-à-vis ma propre posture, tout le monde a un billet. Il est impossible de l'évacuer et c'est donc ce qu'il faut savoir d'emblée quand on va pour faire de la recherche ou de la production de contenu ou même juste savoir ce qui se passe à travers le monde. Si on veut s'informer un peu, tout le monde a son billet. Donc, si on veut traiter d'un dossier particulier, comme par exemple le conflit israélo-palestinien, il faut s'informer, oui, avec les grandes sources impartiales, des gens qu'on nous dit n'ont pas de billets, comme par exemple les Britanniques, les Français, ou une source quelconque, une agence de presse que vous affectionnez en particulier. Mais il faut aussi aller voir ce que les camps respectifs ont à dire. Donc, allez voir par exemple ce que dit Al Jazeera, une position plus pro-palestinienne, en étant conscient que ce que vous avez devant les yeux, oui, c'est une posture plus pro-palestinienne. Ensuite, si vous allez lire, par exemple, The Times of Israel, vous allez bien sûr avoir la posture israélienne, qui vont plaider leurs propres arguments, mais un peu comme dans une cour de justice, comme dans un tribunal. Il est important d'entendre le procureur et d'entendre la défense. Il est important d'entendre les deux côtés de l'argument. Chacun peut plaider sa cause. Souvent, la vérité se trouve quelque part dans le milieu et il est donc il est audacieux, pour pas dire maladroit, de s'en remettre à une seule personne qui dit se tenir entre les deux pour nous donner la vérité. Probablement qu'il faut faire les trois sources. Allez voir les sources qu'on voit externes, qui n'ont pas d'intérêt direct dans le conflit, mais aussi des gens qui ont un billet affiché, qui ne s'en cachent pas. Parce que ça vous permet d'avoir... Le billet n'est pas nécessairement donc une mauvaise chose. C'est important de se souvenir. Un billet, tout le monde en a un. Il faut juste savoir les équilibrer et les faire ricocher les uns contre les autres. Si vous avez, par exemple, la question ukrainienne, il est important de s'informer, oui, avec les grands journaux de référence américains, on pense au New York Times, Washington Post, etc., Wall Street Journal, mais il faut aussi penser à s'informer du côté des Russes. Allez voir qu'est-ce que l'agence de presse russe, TASS, par exemple, commente sur les enjeux actuels. Qu'est-ce que les groupes de recherche indépendants vont mentionner vis-à-vis du développement du conflit. Des trucs qui vont ensuite être récupérés par les grands médias dans lesquels on va essayer de construire un dossier et de vous rapporter l'information. Mais naturellement, ça va tendre d'un côté ou d'un autre. Alors, c'est à vous d'aller chercher l'information primaire dans autant de sources contradictoires que possible. Et ces sources, elles sont nombreuses. En fait, je peux vous en lire quelques-unes. On a toute une liste qui est constituée pour la revue de presse. Chaque semaine, je dois faire la revue de presse avec nos membres exclusifs. Et donc, je fais une revue exhaustive de tout ce qui s'est dit dans les grands journaux de référence internationaux. Je passe sur toutes les pages, une fois par jour, pour aller voir
Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et qu'est-ce que, par exemple, les Allemands ont à dire? Qu'est-ce que les Français ont à dire? Qu'est-ce que différents intérêts ont à dire sur ce qui se passe dans le monde? Voilà donc la veille médiatique qu'on appelle. Vous avez Al Jazeera, BBC, les Britanniques, Reuters, une agence de presse, Euronews, New York Times, DW pour les Allemands, Politico, la politique intérieure américaine, Foreign Policy, politique extérieure, TASS, l'agence de presse russe, France 24, Washington Post, The Times of Israel, The Japan Times, Wall Street Journal, l'Institute for the Study of War. Encore une fois, on lit la CIA. Il faut être conscient des billets. Mais quand on les connaît, on est en mesure, si on veut, de les modérer et de prendre tout ça avec un grain de sel. The Guardian, Financial Times, le Daily Sabah pour ce qui est du Moyen-Orient, le Tehran Times, le journal de Téhéran, donc en Iran, et The Middle East Eye pour ce qui est du Moyen-Orient. Toujours des informations extrêmement intéressantes. Vous pouvez ensuite aller dans les journaux turcs, vous pouvez aller dans les informations chinoises. C'est vraiment l'esprit derrière ça que je vais vous garder en tête, qui est de diversifier. Puisque tout le monde a une forme de billet, vous voulez pas avoir une recette avec un seul ingrédient. Essayez de les contrebalancer avec tout ce que vous avez comme épices, comme sucre, pour essayer d'avoir un plat aussi équilibré que possible. Ça passe par plusieurs teintes de la même information. Terangit Uira 304. Premièrement, change ton nom YouTube, s'il vous plaît. Quelle est la raison de ton combat? Pourquoi ou pour qui te bats-tu? Merci à toute l'équipe pour votre excellent travail. Et vive le Québec libre. Tu peux garder ton nom. La raison de mon combat, je veux dire, c'est pas vraiment un combat pour moi, c'est ça, j'en parle souvent avec les membres exclusifs. Je suis désolé, vraiment, là-dessus, je m'excuse, mais mon combat, il est excessivement égoïste. J'aime ce que je fais. J'aime vraiment juste ce que je fais, j'aime mon travail, et comme beaucoup d'entre vous, je cherche à en faire plus. J'aime énormément apprendre sur le monde, je suis curieux depuis que je suis jeune, je le ferai gratuitement. Le fait qu'il y a une caméra entre les deux et que je vous ça fait seulement ajouter encore plus de bonheur à toute l'équation. D'avoir des gens intéressés de l'autre côté qui partagent mon intérêt pour les dossiers. Donc, moi, mon travail, comment je le vois? Je m'intéresse à une question quelconque. Que ce soit, par exemple, Kadhafi. Il y a personne qui parlait de Kadhafi à ce moment-là. Il n'y a pas rien qui m'a allumé de me dire, mais ça faisait un moment que Kadhafi m'intéressait. Juste de voir cette espèce de personnage emblématique avec ses grandes robes et avec tout l'accoutrement qui venait avec, la chirurgie plastique et l'histoire me semblait incroyable. Donc, à un moment de lire un peu et de constater, oui, l'histoire est incroyable. Non seulement est incroyable, c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Et les couches d'incroyable qui s'additionnent les unes sur les autres, jusqu'à un moment donné, j'ai juste envie de prendre tout ça, de le mettre et de vous le raconter. De vous dire ce que j'ai vu, voici ce que j'ai découvert, j'ai appris sur X, Y enjeux. C'est Haïti, par exemple. À ce moment, au Canada, on parlait beaucoup d'envoyer une force de policiers à Haïti, donc on se dit, qu'est-ce qui se passe à Haïti? Et tu constates que c'est pas du tout ce qu'on nous présente. Et t'apprends là-dessus, et je découvre l'histoire d'Haïti, et j'ai juste envie d'en raconter. Comme j'ai envie de la raconter, parler à ma famille. Ils sont plus capables de m'entendre. Parler à mon frère, à tous mes petits frères, ils sont plus capables de m'écouter parler de ces histoires. Donc moi, ça me fait plaisir de les prendre, de les partager avec quelqu'un qui s'intéresse, de le faire d'une manière aussi comestible aussi, de vulgariser tout ça pour qu'on se comprenne et que vous compreniez ce que j'ai vu et que j'essaie de vous transmettre. Moi, c'est ça mon combat. C'est très égoïste en ce sens. J'aime ce que je fais et je suis content de le faire avec des gens qui partagent la même passion. Maintenant, comment je sélectionne les sujets, c'est largement au contraire, en me disant, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Je suis pas libyen. Je suis pas français. Je peux parler de la France-Afrique. I don't have a dog in this fight. C'est pas mon combat. Et c'est souvent ce qui m'aide à rester impartial, parce que ce n'est pas mon combat. Et ça, c'est un autre concept en passant, vis-à-vis de l'impartialité, que je vais clarifier. On nous parle souvent, c'est pas neutre ou c'est pas... Je veux pas être neutre. J'ai jamais dit que je voulais être neutre. Neutre, en soi, c'est une forme de partialité. Parce que si, par exemple, on se décrit deux positions, on a une posture qui est complètement de ce côté et une autre qui est de ce côté. Deux gens qui s'obstinent et qui en ont des arguments à pu finir, et que la réalité, depuis la posture de quelqu'un d'impartial qui se tient à l'extérieur et qui regarde que la réalité se trouve quelque part ici. Je rends service à personne si par souci de neutralité,
je déplace la perception des gens pour la ramener un peu plus au centre et je donne des arguments de son côté pour ramener ça un peu vers la neutralité. Ça, c'est de la partialité. Ça, c'est manipuler le récit. La vraie partialité, c'est l'indépendance. C'est de ne devoir rien à personne. L'impartialité et l'indépendance, c'est d'être capable de dire que la vérité se trouve ici, très proche de son argument. Pas complètement, mais plus proche de ce côté, sans devoir quoi que ce soit un côté ou l'autre. Et de voir que parfois, son propre camp a tort. Les Occidentaux. C'est ça pour moi l'impartialité. Donc de dire, si on fait un récit et qu'on présente que la posture, par exemple, c'est tel peuple a été opprimé pendant des années, vous allez me dire, c'est pas neutre. Non. Mais ce qui aurait été pas neutre, ça aurait été de déplacer tout ça, ce qui aurait été impartial, ça aurait été de déplacer mon récit, le narratif, pour ne pas trop brusquer les oppresseurs. Ça, je dois rien à personne. C'est ce que je veux dire par l'indépendance. Aucun lien de dépendance. L'impartialité, c'est parfois de faire abstraction de ce que serait un document neutre. Si on doit dire les choses, on les dit telles qu'elles sont. Donc, à cet égard, comme je vous dis, mon combat, j'en ai pas vraiment. Je sais pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Je sais même pas ce que je pense moi-même à beaucoup d'égards. Je passe mon temps à me tromper. C'est la plus belle chose, se tromper. C'est la seule manière de savoir quelle est inversement la vérité, parce que vous saurez jamais avec conviction, quand vous avez raison, que vous avez raison. Avoir tort, c'est la plus belle des choses d'une manière. Et j'ajouterais là-dessus, si on veut le résumer, ce serait de réduire le déficit entre la perception des gens et la réalité. Parce que souvent, on va nous présenter un dossier comme étant très binaire, manichéen, le mal contre le bien, alors que c'est toujours plus compliqué que ça. Donc, mon mandat, d'un côté, je le vois de réduire le déficit entre peu importe où se trouve cette réalité et la perception du public, la perception populaire, ce qu'on nous a vendu comme récit. Maintenant, donc, de nuancer les narratifs dominants, si on veut. Benjamin Richard, 1979, me demande « Y a-t-il un sujet qui te passionne hors géopolitique? » Les voitures, les machines en général. Je suis un grand fan de voitures. J'ai mis moi-même ma voiture que j'aime beaucoup, mais sinon, j'en ai une autre que vous allez peut-être... Un Volkswagen 1962 qui est tout converti en voiture de rallye qui tire des flammes à peu près longues comme ça. Le SPVQ, la police de Québec, est une fan d'ailleurs de ma voiture de rallye. Et donc, ouais, je dirais, moto, les voitures, les courses, tout ce qui a des moteurs qui fait du bruit, c'est un côté de moi que je présente très peu, mais ouais, un intérêt, je dirais, en dehors de la géopolitique, certainement une passion. Louis Junior Rivet, 75-85. À quand le retour d'une plus grande récurrence de documentaires comme auparavant? Et je vais vous décevoir, je pense vraiment pas que ça va revenir. Je ne pense vraiment pas que ça va revenir. Faut se mettre en contexte. D'abord, pourquoi? Je suis désolé, je vous le dis tout de suite, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que la période à laquelle beaucoup d'entre vous faites référence, cette supposée cadence qui arrivait un documentaire à toutes les semaines, il faut comprendre que ça a duré, ça n'a pas été très long. Ça a été, je pense, quelque chose comme 10 ou 15 semaines où on a produit un documentaire par semaine, plutôt une émission par semaine. À ce moment, ça s'appelait 7 jours sur Terre présente. Sinon, on a pas mal toujours été sur un rythme, quelque chose de 1 par mois, 1 par 3 semaines. Là-dessus, une perception vraiment. Il y a une vision de 7 jours sur Terre, de quoi c'était avant, que c'est pas si différent de ce qu'on fait en ce moment. On fait exactement la même chose. Maintenant, oui, l'intervalle dans les documentaires a tendance à s'allonger. C'est moins un artefact du fait qu'on en fait moins, au contraire qu'on en fait plus. Moi, de mon côté, ce que je constate, c'est que nos documents deviennent toujours plus profonds, vont toujours plus loin, que ça demande plus de nuances et plus de recherche en conséquence. Et typiquement, je veux pas compromettre. Donc, si on commence, par exemple, et qu'on traite la question du Congo, on est en ce moment en train de travailler sur le Congo. J'en ai au moins pour des semaines juste à comprendre c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe, qui est qui, littéralement. Genre, si vous faites un documentaire sur le Québec et que vous savez pas qui est René Lévesque et Félix Leclerc, retournez faire vos devoirs. Donc, d'un côté, vous pouvez pas vous attendre de moi que je connais tous les dossiers sur le bout des doigts instantanément, que je suis né programmé avec cette connaissance. Il faut que je m'informe. Il faut que j'étudie. Il faut que je fasse de la recherche, ne serait-ce que par respect pour ces gens dont on traite de leur pays. Si on parle d'un Haïtien, par exemple, et que j'arrive et je décris une situation que c'est pas du tout le cas, et que je fais abstraction de réalités historiques ou culturelles ou démographiques ou économiques qui sont déterminantes, ils vont me dire « Hey, mais reste chez vous, tu nuis.
Tu fais juste répéter ce qu'il y a sur Wikipédia. Je veux dire, à quoi tu sers? Alors, dans cette optique, moi, ce que je constate, c'est que nos documentaires, oui, deviennent de plus en plus rares parce qu'ils sont de plus en plus poussés et parce que le standard qui nous est imposé et que je m'impose de par moi-même, d'abord de par ma propre rigueur, de par ce que vous demandez, mais aussi parce que ce que la tâche commande. Quand on s'adresse à un petit groupe de personnes et que ça commence et que 7 jours sur Terre, on est 20 000, 50 000 abonnés, une vidéo écrite en 2 jours, good. Mais quand on arrive, qu'on s'adresse à des audiences de masse, de plusieurs centaines de milliers de personnes, certains de nos documentaires jusqu'à plus d'1 million de visionnements, moi, je vois seulement ça comme une responsabilité énorme de faire mon travail et oui, de prendre le temps qu'il faut. Vous voulez que je prenne combien de temps pour découvrir le Congo? Apprendre juste le timeline, les événements, qui est qui, les intérêts du pays, le rôle du Rwanda là-dedans, que je découvre au fur et à mesure. 2 jours? 1 semaine? OK. 1 semaine? Après ça, il faut que je fasse la rédaction. Combien de temps je prends pour la rédaction? 2 jours? 1 semaine? 2? On parle de 10 ou 15 pages de, disons, 1 semaine. On est déjà rendu à 2 semaines. On n'a pas commencé le tournage, pas commencé le montage, on est déjà à 1 mois. Et ça, c'est en compressant au maximum. Donc, vous comprenez que quand on traite d'enjeux, si ça prend 2 mois, ça prend 2 mois. Et je vais plus m'excuser de ça. Parce que j'ai l'impression que c'est du contraire que je devrais m'excuser. Je suis pas là pour me faire taper dans le dos, je suis pas là pour me faire avoir des applaudissements. Ce que je fais, j'aime ce que je fais et je le ferai gratuitement. Donc maintenant, vous me dites, t'aurais plus de monde si tu sortais plus de vidéos. Ça m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est vraiment pas pour ça. Et surtout quand je vous rencontre. Ça, c'est le point principal. Je vous croise à Québec, à Montréal, je vous croise un peu partout, vous m'envoyez des messages, vous nous écrivez des courriels, vous nous sollicitez. Et chaque fois, vous parlez du documentaire sur Kadhafi, du documentaire sur Haïti, sur la France-Afrique, sur l'Arabie Saoudite, sur le système bancaire, sur ces productions qui nous ont pris des mois, littéralement, qui m'ont vidé de ma substance, mais qui ont été des masterpieces desquels aujourd'hui je suis capable d'être fier. Ils sont rares, mais c'est les seuls desquels vous me parlez. Donc mon réflexe après, je suis qui? Je vais faire d'autres vidéos de 15-20 minutes, mais plus souvent, puis je vais mettre... Non. Ce que je comprends, c'est qu'il faut évacuer la question financière, il faut évacuer ces affaires-là et faire ce qui est bon, ce qui a besoin d'exister, faire notre possible. Et surtout, quand vous m'envoyez parfois une photo de vous dans une classe d'université à quelque part, des gens qui sont à Sorbonne qui m'envoient une image d'un documentaire de 7 jours sur Terre qui est présenté dans un de leurs cours. Là, je réalise qu'on doit faire tout ce qu'on peut dans le moment qu'on a pour que ce soit irréprochable, que ce soit de niveau académique et que la rigueur soit au maximum. Parce que si on veut prétendre à ce genre de mission et que des gens veulent l'utiliser pour communiquer, on devient avec un mandat qui relève carrément de la sphère académique. Et donc, pour moi, on va prendre notre temps et c'est tant mieux. Ça ne reviendra pas, les documentaires à toutes les semaines, c'est juste pas possible. Et ce serait tomber exactement dans ce que je vous décris des médias, qui est problématique et qui nous amène à toujours moins bien comprendre les enjeux. Oui, ce sera plus rare. Maintenant, contrepartie là-dessus, parce que je comprends votre point comme quoi il n'y a pas assez de vidéos, pas assez de production, on vient à s'éloigner l'un de l'autre et c'est aussi ça ce qui vous inquiète et ça m'inquiète aussi. Donc, là-dessus, soyez rassurés, on a d'autres projets. Si on voit que la trajectoire de nos documentaires, c'est de prendre toujours plus de temps, une chose que j'aimerais faire, c'est d'intégrer des voyages là-dedans, qu'on aille sur place, documenter les endroits qu'on décrit. Si on parle d'Haïti, on devrait y aller, parler avec les gens sur place. On devrait faire du journalisme de terrain, que ce soit du journalisme de guerre ou tout simplement du journalisme citoyen, innovant. Ça, à mon avis, c'est vers ça qu'on va progresser. Donc, si nos documentaires sont toujours plus rares mais plus ambitieux et des grosses productions, ça demande en contrepartie qu'on vous amène d'autres produits, de temps en temps, plus légers, plus rapides, qui nous permettent de rebondir sur l'actualité, qui nous permettent de maintenir un contact avec vous sur l'hebdomadaire, sur le quotidien à certains égards, avec la revue de presse notamment, mais aussi avec des podcasts, une émission, avec des TikTok. En ce moment, beaucoup de nos shorts, vous constaterez, ce sont des segments de nos vidéos passées. Éventuellement, ce sera des shorts originaux, des TikTok originaux sur des enjeux, si on veut, plus légers, mais sur lesquels on peut rebondir rapidement. Je préfère vous dire, on va avoir ce type de produit
qui sera plus récurrent, auquel certains peut-être auront moins de plaisir, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous allez l'adorer et en contrepartie, nos documentaires ils vont continuer. Arrêtez de voir comme si ça avait changé complètement puis qu'on faisait plus de documentaires. Certains d'entre vous, d'ailleurs, en passant, nous disent comme si on faisait plus de production publique. On fait autant de production publique qu'avant, ça n'a pas changé. Ma semaine est entièrement dédiée à travailler aux documentaires qu'on vous décrit en ce moment. Ce qui a changé, et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous avaient la perception que ce qui a changé, c'est que YouTube a modifié son interface et que les vidéos, la revue de presse d'1 heure, 1h30, dépendamment, qu'on produit pour nos membres exclusifs, maintenant, elle est visible pour le public. Auparavant, vous la voyez pas. Et maintenant, vous voyez l'image, le thumbnail, vous voyez le titre, vous voyez la durée et vous voyez une petite étiquette réservée aux membres. C'est tout ce que YouTube a modifié. Avant, c'était pas visible. Maintenant, ça l'est. Et je reçois une tonne de commentaires de gens qui imaginent donc qu'on fait que du contenu pour les membres et presque plus de contenu pour le public. Ça n'a pas changé. On a toujours produit des vidéos pour les membres exclusifs. C'est seulement que YouTube, maintenant, vous montre qu'elles existent. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez vous rejoindre aux membres exclusifs, c'est seulement $1 par semaine. Vous avez une revue de presse, à peu près dans ce format, dans le setup documentaire, dans le studio documentaire, dans lequel on revient sur l'actualité de la semaine avec des cartes, avec des appuis graphiques, etc. Puis on met beaucoup d'efforts dans ce produit, justement parce que ça nous permet d'aller en profondeur dans les enjeux qui nous passent parfois en dehors du spectre des documentaires. On traitera peut-être pas de l'élection canadienne dans un documentaire, de l'élection américaine, mais on va très certainement en traiter chaque semaine, dossier par dossier, dans la revue de presse. Alors, si vous découvrez aujourd'hui que ce produit existe, peut-être que c'est pour vous, et peut-être que c'est exactement ce que vous recherchez en fait. Thomas Pascal me demande, Benjamin, ça peut sembler un peu étrange, mais je me demande vraiment quel est le processus de création d'une entreprise et les principaux défis auxquels tu as été confronté. Également, comment ça a affecté ta vie perso. Création d'une entreprise. Moi, de mon côté, ça a été excessivement organique. C'était un projet à l'université à ce moment-là et ça a tout simplement muté vers une entreprise. Ça n'a pas été jamais vraiment une décision consciente de dire, je me lance en affaires. Ça s'est fait de manière très graduelle. J'étais à l'université, c'est un projet universitaire. Éventuellement, ça a décollé assez pour que j'abandonne mes autres engagements qui étaient en ce moment donc en journalisme à différents endroits. Je faisais différentes chroniques à la radio, notamment certains qui me suivent depuis un moment savaient que j'étais très présent à la radio au cours de mes premières années. À mesure où j'ai avancé dans 7 jours sur Terre, c'est devenu moins nécessaire. En fait, on se retrouve à un point où et c'est ce qui va vous arriver éventuellement si vous lancez en affaires. C'est ce que je veux surtout transmettre. Si vous y réfléchissez, il y a moyen de le faire avec très peu de risques. C'est ce que je recommanderais, à part si bien sûr vous êtes en restauration ou ouvrir une garderie, des choses qui demandent un commitment de 100%, de 40 heures semaine. Il y a souvent moyen de le faire à temps partiel, de construire votre entreprise, de construire votre projet ou peu importe, disons, sur le side, jusqu'à ce que ça devienne viable. Et à partir du moment où vous êtes en confiance de faire le saut, ça va se faire de manière très organique. Bien sûr, ça peut pas être pareil pour tout le monde, mais je le recommande pour plusieurs. Ceux qui sont à leur compte, qui sont pour une entreprise, qui réfléchissent d'aller à leur compte, il n'y a rien qui vous empêche de commencer avec quelques contrats, d'essayer votre formule, de développer, à savoir est-ce que vous êtes vraiment intéressé ou est-ce que vous préférez peut-être la sécurité qui vient avec l'emploi, est-ce que ce projet vous motive assez? Et surtout, faites-le pas pour l'argent. Parce que vous allez être malheureux, vous allez être pauvre. Je vous l'annonce, vous allez être pauvre. J'ai été pauvre pendant des années, c'est extrêmement difficile et il faut pas le faire pour ça. Il faut le faire parce qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est la plus belle des payes. Et ensuite, le reste viendra. Ensuite, le succès viendra à temps. Et vous serez probablement content que ça n'aura pas décollé au cours des premiers mois pendant que vous étiez en train de développer votre identité, votre formule, votre pitch, votre voix, que ce soit en création de contenu, que ce soit en ébénisterie, peu importe. Vous avez probablement un talent que vous êtes capable de marchander. Si c'est le cas, vous devriez probablement au moins tremper votre orteil. C'est ma suggestion pour que ça se passe de manière organique. Ensuite, les principaux défis auxquels j'ai été confronté, je vous dirais pour ma part, ça a été relativement facile à cet égard. Les gros défis, ça a été de prendre les décisions qui s'imposent une fois de temps en temps, parce que le confort est le pire des ennemis. 7 jours sur Terre, vous me le décrirez justement dans sa formule précédente. Pour plusieurs d'entre vous, c'était parfait, c'était correct, c'était suffisant. Et on n'avait pas besoin de faire la transition qu'on a réalisée vers le nouveau studio. On n'avait pas besoin de localiser notre équipe ici, de sortir du télétravail. Et pourtant, si vous saviez comment ça simplifier, comment ça améliorer notre produit, je compare les revues de presse, justement, aujourd'hui, nos documentaires avec ceux du passé,
non seulement au niveau de la production, mais au niveau de la qualité en général, c'est incomparable. Donc, il y a de ces décisions, parfois, de ces grands sauts qui, là, vont demander une part de risque et oui, une part d'abandon. Je dirais, il arrivera ce qui arrivera. Mais là-dessus, ce que je peux vous mentionner, c'est que fortune favors the bold. La chance préfère et favorise les gens audacieux. Vous allez créer votre propre chance en prenant des risques. Et des fois, ça va se retourner contre vous, mais curieusement, fortune favors the bold. Alors, et en plus, j'ai un grand sens de l'humour. Donc, quand ça va mal, j'ai tendance à trouver ça plus drôle que pathétique. Et Mixam 90-90 qui me demande « Est-ce que Trump supporterait l'idée d'un Québec indépendant dans l'idée de déstabiliser le Canada? » Il devrait. Le Québec pourrait absolument être un bon partenaire pour les États-Unis dans l'espace nord-américain, surtout quand on sait qu'il y a un consensus sur un certain nombre d'enjeux, sur l'immigration, sur les valeurs républicaines notamment. Le Québec, aucun doute, ne serait pas une monarchie constitutionnelle comme l'est actuellement le Canada. On aurait certainement un système qui serait plus compatible avec les États-Unis. On aurait aussi des postures politiques beaucoup plus compatibles. Si on prend par exemple l'immigration, ça fait des années que le Québec dénonce la politique de migration canadienne comme étant avancer à pleine vitesse dans le mur et se tirer dans le pied et que ça, inévitablement, ça allait se retourner contre nous. Pas vous dire que les États-Unis ont raison dans cet échange vis-à-vis du Canada. Les États-Unis ont tout leur lot de reproches. Mais est-ce que Trump aurait avantage à un Québec indépendant? Si on se met dans sa posture, on évacue, est-ce que le Québec, quoi que ce soit, dans la posture américaine, absolument. Il est beaucoup plus facile, on dit diviser pour mieux régner. Il est beaucoup plus facile de s'imposer sur un ensemble de petits États en Amérique du Nord que d'avoir deux grands partenaires, par exemple, comme le Mexique et le Canada. On le voit en ce moment. Alors, les États-Unis, Trump en l'occurrence, pourraient supporter l'idée d'un Québec indépendant. Il devrait, ça entraînerait certainement à la fragilisation de ce qui reste du Canada, pour pas dire son éclatement par l'Alberta en particulier. Et à terme, probablement, oui, que les États-Unis pourraient être intéressés. Si jamais ils souhaitaient déstabiliser le Canada, ce que je ne crois pas est le cas en ce moment, malgré les postures américaines, je pense pas que l'intention c'est réellement de déstabiliser le Canada. Je pense qu'on est plutôt dans une négociation et dans un bras de fer particulièrement intense. Humanity World 12 me demande quel est le plus grand danger à notre démocratie. Je vous dirais la polarisation, la partisanerie, tout ça. Le manque de nuances, tout simplement, où à un moment donné, on vient d'un côté et de l'autre, et l'autre a plus le droit de parler, et tout ce qu'il dit, c'est méprisable, et peu importe ce qui sort de son côté, ça doit être éliminé et combattu, on doit lui enlever ses tribunes, on ne veut plus l'entendre dans des entrevues, et pourquoi vous avez invité tel... C'est ça qui est une menace à notre démocratie. Parce que la démocratie, c'est un exercice collaboratif, hein, c'est pas compétitif, c'est pas qui va gagner, c'est on a tous les deux tort, en partant, on prend pour acquis que les deux, on a archi tort, mais que l'autre a un petit peu plus tort. Alors, si on s'obstine assez longtemps et qu'on réussit à prendre le contrôle du pouvoir, qu'on amène la réalité près de notre... La seule manière de s'en sortir, c'est qu'éventuellement, notre adversaire va reprendre les rênes, rééquilibrer tout ça un peu. C'est l'exercice historique qu'on a vu partout dans le monde. C'est normal. Les sociétés, c'est un peu un exercice de l'horloge, si on veut, où la pendule bascule d'un côté et de l'autre. Et c'est désirable. Si on va trop loin d'un côté, on se retrouve après avec une énorme correction à réaliser. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, à travers la polarisation, des côtés qui viennent, qui ne se parlent plus. Donc on va très loin d'un bord et naturellement, tout de suite après, on doit aller encore plus loin dans l'autre. Ça devient réellement nuisible et je pense que plus il y a de nuances, moins on va vers les extrêmes, plus il y a moyen d'avoir des solutions pragmatiques, réalistes et surtout constructives parce que mes adversaires ne sont pas des adversaires. Si vous êtes à gauche, si vous êtes à droite, la gauche n'est pas votre ennemi. Et si vous êtes à gauche, la droite n'est pas votre ennemi, elle est votre complément nécessaire. Comme le yin et le yang. Benjamin Richard, 1979, me dit « Chez qui achètes-tu tes costumes? » Chez mes amis de chez Ernest Beauport, pour être précis, presque je vous dirais quelques-uns peut-être ailleurs, il y en a quelques-uns chez Valin Confection ici à Québec qui font dans le sur-mesure, mais pour l'essentiel, c'est une question qui revient souvent, donc ça me fait plaisir de leur envoyer un peu de votre attention parce que je suis toujours excessivement bien traité, spécifiquement, je sais que c'est un auditeur de la chaîne, par notre ami Sébastien, qui est au Ernest Beauport. Je m'arrange toujours pour passer pendant qu'il est là, parce que je suis toujours très bien traité là-bas. Et pour l'essentiel, ils ont une très belle sélection.
Mathieu Lauzon, N5J. Que pensez-vous du mouvement séparatiste albertain? Si l'Alberta se sépare, serait-ce le début de l'éclatement du Canada en plusieurs pays, d'un début d'annexion? Je vous dirais là-dessus, l'Alberta a tout à fait le droit d'avoir des prétentions à l'indépendance et à l'autodétermination. Tout le monde a le droit. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de pas les mettre dans le même panier que le Québec en matière d'avancement ou même en matière de construction de cette indépendance. Parce que le Québec, d'abord, on a des spécificités culturelles, on a la langue française, on a le passé historique vis-à-vis le protestantisme, le catholicisme, on a bien sûr l'influence française, européenne. Tout ça, il faut le considérer. La société distincte, elle existe pour de vrai au Québec, c'est indéniable. Une fois qu'on sait ça, et qu'on dit le Québec a un certain nombre de paramètres qui lui naturellement l'invitent à réfléchir à l'indépendance parce qu'il n'est pas aussi compatible avec le reste du Canada. Si on fait abstraction de tout ça, et qu'on dit l'Alberta décide de faire l'indépendance parce que X, Y, Z. C'est pas à moi de juger de leurs prétentions et de leurs motivations. Cela étant dit, je peux vous dire qu'il manque énormément de travail en amont. Que le mouvement souverainiste québécois, même si on fait abstraction des motivations, puisque tout le monde a le droit à l'autodétermination, on dit que les deux mouvements sont aussi légitimes, eh bien, le Québec a travaillé beaucoup plus en ce sens. On a produit des budgets, on a produit des études, on a réfléchi à quelle serait la monnaie, il y a eu des débats là-dessus, des instances, des états généraux sur la souveraineté qui ont eu lieu à plusieurs reprises. J'y ai participé d'ailleurs moi-même aux états généraux sur la souveraineté quand j'avais 13 ou 14 ans, je crois, ou la dernière fois qu'on a convenu les états généraux sur la souveraineté. Certains d'entre vous s'en souviendraient certainement. Et ça a été une de mes premières expériences politiques. Mais tout ça pour dire que le mouvement nationaliste souverainiste québécois a travaillé sur sa proposition, à avoir des études exhaustives de quoi aurait l'air un Québec indépendant, quels seraient ses alliés, de quoi aurait l'air son économie, est-ce que c'est une république, est-ce qu'on a un président, est-ce que l'Alberta a rien fait de tout ça. Ils savent même pas est-ce qu'on fait un pays ou est-ce qu'on rejoint les États-Unis. Ils savent juste qu'ils veulent partir du Canada parce que ça fait pas ce que veut l'Alberta, c'est une conférence constitutionnelle pour revoir l'arrangement au Canada. Ça tombe bien, le Québec veut la même chose. Ça tombe bien, probablement que les autres provinces canadiennes veulent aussi la même chose. Alors en ce sens, moi je pense que ce mouvement d'indépendance albertain devrait peut-être être utilisé comme levier par le mouvement souverainiste québécois, à dire, vous voyez, il y a une forme de consensus au Canada à travers beaucoup d'intervenants pour réformer la formule constitutionnelle et peut-être décentraliser un peu la Fédération canadienne. Simon Pelletier, 70-17, me dit « Les chances que Benjamin se lance en politique, pour le provincial ou le fédéral si jamais. » Je dis, les chances sont proches de zéro parce que on dira jamais, je vous aurais certes, il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie que j'aurais jamais imaginé, des postures que j'ai adoptées que j'aurais jamais imaginées, donc on sait pas. Maintenant, je peux vous dire que je suis excessivement heureux à faire ce que je fais, que je suis enthousiasmé à l'idée de continuer à le faire. Quand je me projette dans l'avenir, je m'imagine en train de faire ça. Et il n'y a pas un scénario dans lequel je me vois être heureux en politique. Dans la manière que la politique est faite en ce moment, l'écosystème médiatique, l'espèce de lançage de boue constant. Et parlant de boue, justement, si on veut voir la politique, c'est une excellente analogie. C'est comme une énorme montagne de boue au loin. Une énorme montagne de boue qu'on regarde et on voit pas que c'est de la boue. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un au sommet qui trône sur cette merveilleuse vue et qui est le roi de la montagne et que tout le monde essaie de prendre sa place et c'est ça le pouvoir politique. Donc on se dit, il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Il doit être capable de... Jusqu'à ce qu'on s'en approche. Et que plus on s'approche de cette montagne de boue, on réalise, ah non, c'est une montagne de merde. Et c'est très nauséabonde. Et plus on s'en approche, plus l'atmosphère est dégueulasse. Et plus les gens qui tournent autour ont tendance à avoir aussi des côtés un peu plus sombres. Et plus on commence à gravir ou à mettre le pied en bas de la montagne, on réalise que nos souliers sont tout dégueulasses, qu'on doit piler sur nos principes parfois, et qu'il n'y a rien là-dedans qui est vraiment réjouissant. Et ensuite, on regarde le gars en haut, et on voit ceux qui en redescendent, et ils puent. Et ils sont sales. Et ils n'ont pas l'air d'avoir aimé leur tentative de monter jusqu'au sommet. Plutôt, quand ils repartent,
La relation avec la famille est brisée, des sacrifices énormes qui ont été faits, la carrière qui a été mise de côté, et des gens qui ont sacrifié leur bonheur pour une poursuite qui est parfois un peu vaniteuse, pour avoir la plus belle vue, être au sommet de la montagne, être celui qui a le pouvoir. Ça m'intéresse pas. Et vous me direz, pour faire du changement, c'est pas là que ça se passe non plus. Pour l'essentiel, j'ai l'impression d'avoir plus un impact de l'extérieur et je vois beaucoup plus de potentiel à la mission que j'ai actuellement qu'à dire, j'irai la contraindre géographiquement à une juridiction quelconque, que ce soit provinciale, juridique, fédérale. Personnellement, les missions qui me touchent plus, l'international, la diplomatie, l'armée, etc., typiquement plus fédérale, mais étant un nationaliste québécois, vous comprenez, c'est pas ma maison. Alors moi, la politique, je vois pas un endroit dans lequel je serais utile, dans lequel je serais pas une nuisance, dans lequel je serais pas un boulet qu'un parti quelconque devrait avoir traîné. Ça ne m'intéresse pas et je préfère vraiment être à l'extérieur, surtout quand on voit que plus on s'en approche, plus ça pue. Je l'envie pas, celui qui est au-dessus de la montagne. Ça me semble pas être une quête particulièrement pertinente. Sayonara Q me dit, veux-tu venir chez moi en Suisse en vacances quelques jours? En vacances quelques jours, oui. On ferait des super repas, ça te changera de la poutine. Qu'est-ce que je suis bête et heureux, nous dit Sayonara. Et tu nous raconteras des histoires. Ben écoute, là-dedans, il n'y a rien que je peux poser. Venir chez toi en Suisse, absolument, la Suisse m'a l'air fantastique. En vacances quelques jours, ça me semble fantastique aussi. Des super repas, changer de la poutine. Écoute, je peux vivre avec. Et raconter des histoires, c'est ce que je fais à longueur de journée. Donc oui, invitation acceptée. Rivens Leonas 4890, pardon. À quoi ressemble une semaine normale dans le bureau de 7 jours sur Terre? C'est une bonne question. En fait, pour ma part, c'est un 6 jours par semaine. Il y a un jour que je me garde imposé en congé, le samedi, parce que sinon, j'ai constaté assez rapidement que c'est pas viable à long terme. On vient qu'on perd plusieurs jours ensuite à essayer de récupérer pour les longues séquences qu'on a fait sans congé. Donc, au moins une journée par semaine de congé qui est le samedi. Les 6 autres jours, il y en a 2 qui sont passés sur la revue de presse. Donc, le dimanche, je prépare la revue de presse. Pourquoi se configurer comme ça? C'est voulu. C'est que le samedi et le dimanche, il se passe rien dans l'actualité. Les parlements ne siègent pas, les journalistes sont en congé, beaucoup des agences de presse ne publient pas ou publient beaucoup moins. On a des équipes réduites, squelettiques dans beaucoup de ces organisations. Donc, il est facile pour moi de être en congé en samedi et le dimanche de revenir sur l'actualité de la semaine précédente parce que les choses ont peu bougé dans les 2 jours qui ont précédé. Là, je vais faire ma veille médiatique, comme je l'écrivais plus tôt, je vais aller voir les grands journaux, on va préparer les dossiers et l'analyse bien sûr conséquente. Le lundi, c'est le tournage de la revue de presse et aussi beaucoup des tâches diverses, les rendez-vous, etc. Ensuite, les autres journées de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc les 4 jours additionnels, ce sont des journées qui sont dédiées soit à la recherche, dépendamment où on est rendu dans le processus, soit la recherche, soit la rédaction du documentaire, ou soit le montage. C'est très peu d'entre vous le savent. En fait, tout le monde à qui je dis ça sont surpris puis scandalisés. C'est moi qui fais le montage des documentaires. Puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a si surprenant, au sens où on a commencé tout petit, j'étais tout seul, donc j'ai développé les habiletés en montage qui, à un moment donné, ce que j'ai constaté surtout, c'est pas tant une question d'habileté, vraiment des gens qui sont bien meilleurs que moi, mais c'est que c'est excessivement important dans le processus créatif. Et quand j'écris, quand je rédige le texte, j'ai en tête quel montage, quelles images, quelles références, quel ton ça va avoir, la mélodie. Tout ça doit vraiment être attaché ensemble avec la musique, avec etc. Donc, pour moi, ça fait partie du processus éditorial d'une manière un peu impossible à distinguer, puis impossible à séparer. Donc, c'est ça, que ce soit recherche, rédaction, montage, les 4 jours de la semaine qui sont pas sur la revue de presse ou les tâches plus diverses sont dédiés à ça, longueur de journée. Le mercredi, on a une journée de rendez-vous avec Lama, la recherchiste, notre excellente recherchiste, Lama, qui est au Liban, que vous avez rencontré déjà sur Chaque jour sur Terre précédemment. Ensuite, vous avez un peu d'intervention radio, TV, podcast, etc. Comme on mentionnait tout à l'heure, on essaie de regarder des améliorations studio, comment ça peut être avancé. On revient sur vos commentaires, à savoir comment est-ce qu'on doit adapter notre stratégie, que ce soit pour, par exemple, le déploiement de TikTok, les shorts. Ce matin, ce qu'on constate, c'est que vous détestez les shorts, vous aimez pas, du moins les segments de nos anciennes vidéos. Donc, on prend acte de ça, on ajuste la stratégie. C'est souvent ce qu'on va faire, je vous dirais, d'une semaine à l'autre, autrement de la production elle-même et de la création de contenu. No One 18900 me demande si demain un gouvernement te demande de travailler pour lui, de conseiller le président, premier ministre ou les autres ministres, accepterais-tu? OK. Et pourquoi?
je vous rassure ou vous déçois, dépendamment, je le fais déjà. Ça arrive que je suis sollicité, que ce soit par un parti politique, par un ministère, par une organisation liée au gouvernement de près ou de loin. Chaque fois, ça me fait plaisir de contribuer, de faire des recommandations ou d'émettre mon opinion. Maintenant, on m'écoute pas. Il y a personne qui m'écoute. Je vais juste être avec ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a personne qui m'écoute. Mais oui, et à divers intervenants. J'ai pas de préférence politique. J'ai pas de parti que j'aime. J'ai pas. Donc, peu importe qui demande, ça me fait toujours plaisir. Elle sait bien, me demande, est-ce que t'informer autant sur l'actualité mondiale affecte ta santé mentale? Ça paraît-tu? Comment fais-tu pour rester sain d'esprit et ne pas sombrer dans le cynisme? Honnêtement, c'est ce qui serait... Bon, premier point, je suis moins l'actualité que vous pensez. Beaucoup moins que vous pensez. Je vous parlais tantôt de la revue de presse. Je vais jeter un œil sur mon téléphone au courant de la semaine, avoir une idée à peu près de ce qui se passe dans le monde pour ne pas me faire, si on veut, prendre dans un angle mort, blindside par quelque chose qui pourrait surgir et que j'ai raté. Mais de manière générale, je ne suis pas l'actualité. J'attends au dimanche et je reviens en retour parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas un enjeu qui ne survit pas au moins 5 jours qui mérite d'être discuté. Si ça s'est passé le lundi précédent, 5 minutes après qu'on a enregistré notre revue de presse, ça peut attendre à la prochaine. Pour que je le découvre, que je l'étudie, que je l'analyse. Ça sert à rien de vivre emprisonné dans une espèce de prison de nouvelles constantes de qui va répondre quoi. Attends, tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Ce serait comme regarder la soirée électorale, présidentielle, de peu importe, avec chaque minute en se disant « Va te coucher. Demain, ça va être les mêmes résultats. » Et ça va t'épargner cette anxiété complètement inutile. Donc, d'abord, premier point, je la suis très peu, l'actualité. C'est une grande mécontente. Je suis aucune nouvelle. J'ai même pas de télévision à la maison. Donc, je suis complètement coupé de tout ça. Les journaux, comme je vois, c'est les journaux de référence internationaux, une fois de temps à autre. Sinon, c'est ma manière de me protéger. Ensuite, je relativise énormément. Vous comprenez que de fait, justement, si tu passes ta semaine à parler d'Haïti ou en ce moment, on est sur le Congo, c'est des histoires de génocide, des histoires de centaines de milliers de personnes qui meurent, c'est des atrocités qui sont difficiles, oui, à voir, mais en même temps, ça donne de la perspective et de la gratitude et de la reconnaissance de dire que moi, je suis pas dans cette situation. Et c'est égoïste, je sais, mais c'est ce qui me permet de préserver ma santé mentale. À un moment donné, à force de lire sur les pires atrocités que les hommes se font entre eux et que les humains s'imposent, ça t'amène à constater que c'est pas si mal. Que l'état actuel des choses soit pas si mal, que l'humanité a été beaucoup plus loin parfois, et qu'on n'est pas dans ces périodes de crise constamment. Elles viennent, elles passent, elles sont atroces, mais c'est pas si mal en ce moment. C'est la perspective que ça t'amène à avoir, de dire, regarde autour, on est bien. C'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui l'ont bien pire. Donc ça, c'est le premier point, la perspective. Et c'est ça, hein, on gagne en perspective, mais aussi je pleure énormément. Je peux pas cacher ça non plus. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai pleuré dans ma vie pour quelque chose qui a pas un lien avec justement 7 jours sur Terre, des trucs comme ça. Mais ça, je vais brailler à un dossier sur deux. Plusieurs fois parce que c'est ça. Puis c'est tout le temps des niaiseries en plus. C'est tout le temps des niaiseries qui font. Je me souviens de une en particulier. Ça va être facile à retrouver d'ailleurs. C'est un documentaire sur Kadhafi. Il y a des images après la chute de Kadhafi. Non, pardon, c'est sur la France-Afrique. C'est après la chute d'un de ces présidents africains absolument atroces, lequel d'entre eux, vous me chercherez, on avait couvert quelques pays là-dedans, et vous aviez des gens dans la rue qui pleurent en disant « Mais c'est enfin fini, c'est terminé !» Et cette jeune femme... Bon, ça, c'est des événements qui se passaient, je me souviens bien, en 2010, 2011, qu'on décrivait à ce moment. Ou est-ce que c'était pas Kadhafi? Je pense que c'était peut-être Kadhafi. Et décrivait comment c'est enfin terminé! Notre enfer est fini! Et la joie dans les yeux de cette femme qui avait à peu près mon âge en ce moment, à peu près. J'ai 28 ans, à peu près 28, début trentaine. Enfin, sa vie pouvait s'éclaircir, qui avait grandi dans ce régime, qui avait opprimé beaucoup de ses proches et qu'elle voyait comme une prison. Et ça m'a fait exploser à pleurer parce que moi, je savais, en rétrospective, que c'était pas fini, que ça faisait juste commencer.
Et que cette femme-là, qui était peut-être que son rêve, c'est comme brisé 15 minutes après, quand le pays s'est effondré en guerre civile, que ça a été 25 fois pire, puis qu'encore aujourd'hui, c'est le bordel, puis qu'encore aujourd'hui, c'est presque irrécupérable. Fait que ça, c'est le genre de choses des niaiseries comme ça, juste beaucoup du stock footage. À travers le montage, il faut que je consulte énormément d'images, de vidéos pour trouver la bonne séquence. Et c'est tout le temps dans ces vidéos-là que je vais tomber sur des trucs, ça va me mettre en colère, ça va me donner envie de pleurer, ça va me déclencher. Mais je vais prendre une marche, je vais faire de la moto, j'essaie de changer d'air un peu et de le mettre en perspective. Toujours. C'est ce qui permet d'aider. Où vois-tu 7 jours sur Terre dans 2 ans, 5 ans et 10 ans, me demande New Sodom. Si les abonnements continuent d'augmenter, dit-il, où veux-tu amener la chaîne dans le futur? J'en ai glissé un mot un peu tout à l'heure. Moi, mon rêve pour 7 jours sur Terre, c'est vraiment d'intégrer ça, que ce soit 7 jours sur Terre, qu'on aille passer 7 jours, quelques jours, une semaine, quoi que ce soit, dans le pays en question, pour traiter du dossier, que ce soit le Congo, que ce soit la Libye, que ce soit l'Afrique, que ce soit n'importe quoi, on devrait être en mesure, s'il y a une élection en France, d'aller sur place. Il n'y a rien là-dessus, que ce soit logistique, que ce soit financier, que ce soit... Même, et quand je dis financier, c'est que le gros problème que les gens qui font ça ont, on a parlé ici, d'ailleurs, à Chaque jour sur Terre, avec Jordan Proust, journaliste de guerre indépendant, qui disait, non, c'est facile de couvrir, ou du moins, c'est pas le gros problème, sans dire que c'est facile. Le gros problème, c'est vendre ensuite et trouver une audience pour ça. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. On a déjà nos membres exclusifs qui croient dans ce projet-là, qui veulent qu'on fasse ce genre d'initiative. Donc, moi, ce que je verrais pour 7 jours sur Terre, c'est à terme qu'on intègre de la couverture sur le terrain. Des voyages sur place pour amener une équipe, pour essayer de documenter, de bien comprendre, de parler aux intervenants sur place et surtout de sortir de ce biais que je vous décris. Et moi, je vais essayer de comprendre un enjeu depuis l'autre côté du monde. Il y a tellement de perspectives qui est gagné en étant sur place et en parlant avec les gens qui le vivent et en éliminant toute forme de filtre. Donc ça, à terme, clairement, voyage, entrevue sur place, des formats un peu comme celui-ci, un peu plus décontracté, moins chargé. Je pense que c'est une bonne manière de connecter ensemble et de continuer à faire ce que j'aime essentiellement. C'est vraiment ça mon objectif. Quand je fais ce que j'aime, ça paraît et vous me le dites. C'est un des commentaires que j'entends le plus. T'as l'air passionné, t'as l'air d'aimer ce que tu fais. Ah, bien, vous avez raison, absolument.